Je vais vous raconter une histoire. Il y a 170 ans, Jean Habert et Henri Chup, propriétaires de la glucoserie d'Épinal, prennent l'ambitieuse décision de participer au plus grand événement de leur époque, les expositions universelles. Retour sur cette incroyable aventure. Au début du 19e siècle, le monde est en plein dans la seconde ère industrielle. Cette époque, dans laquelle de nouvelles technologies ne cessent de se développer, est un terreau parfait pour l'émergence de nouvelles industries qui souhaitent se faire une place sur le marché mondial et revendiquer leur leadership. Mais disons-le, à cette époque, les moyens de communication ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et se faire connaître aux yeux du monde entier est une tâche titanesque. Pour remédier à cela, certaines nations organisent ce qu'on appelle des expositions nationales. Ces événements sont alors l'occasion pour les pays organisateurs d'inviter de nombreuses nations étrangères à venir découvrir lors d'une foire exposante tout leur savoir-faire. L'idée est simple, se faire mousser par les autres pays et montrer sa domination dans plusieurs domaines et éventuellement conclure quelques marchés. Cependant, les expositions nationales ne sont plus si populaires que ça et commencent rapidement à s'essouffler. Il leur manque une vraie dimension internationale. L'Angleterre va alors avoir l'idée en 1851 de créer un tout nouveau type d'exposition appelée Exposition internationale. À la différence des expositions nationales qui, elles, ne présentent que le savoir-faire d'un seul pays, les expositions internationales se veulent plus mondiales. Ils proposent ainsi à l'ensemble des nations du monde de venir présenter tout leur savoir-faire dans un seul et même bâtiment. On imagine alors un système colossal, composé d'un énorme bâtiment dans lequel les différentes nations participantes seraient représentées et siégeraient dans un pavillon. Chef-d'œuvre incontesté, l'impressionnant Crystal Palace voit alors le jour pour être l'épicentre de l'événement. Londres devient alors le centre du monde et les nations des 4 coins du globe se réunissent. Le succès est fulgurant. L'exposition accueillera 14 000 exposants et 6 millions de visiteurs du monde entier. Pour rendre honneur aux exposants, on organise également des remises de médailles et de prix pour chaque catégorie. Après cette réussite, la France veut elle aussi montrer qu'elle est capable de réaliser un tel événement. Elle décide donc de se porter pays organisateur en 1855. Afin d'en mettre plein les yeux aux visiteurs, l'on dresse alors le majestueux Palais des Arts et de l'Industrie de Paris, pouvant accueillir 100 000 visiteurs assis. Et l'on change le nom d'exposition internationale pour exposition universelle. L'événement est tout aussi populaire que celui de Londres. 24 000 exposants pour 5 millions de visiteurs. À l'intérieur du palais, les innovations technologiques et artistiques sont légion. Les nations s'échangent leur savoir-faire et de nombreux contrats sont signés. C'est d'ailleurs lors de cette exposition que le tout premier ascenseur fut présenté au public. Ascenseur que l'on retrouvera alors partout peu de temps après. C'est à cette même époque que 2 industriels, Jean Habert et Henri Chup, décident d'installer à Épinal une glucoserie, le long du ruisseau de Poissompré, à la place de l'actuelle bibliothèque d'Épinal. Spécialisée dans la raffinerie de sirop et la fabrication de glucose, l'entreprise grossit rapidement et prend une place importante dans le commerce du glucose. Plusieurs années après et malgré les crises économiques, la petite glucoserie d'Épinal marche parfaitement bien. Avec ses 9 employés, elle continue sa production de sirop blanc qui est utilisé par bon nombre de fabricants. Et nous sommes maintenant en 1867, et les gros titres annoncent. C'est officiel, la nouvelle exposition universelle se tiendra à Paris. Pour nos 2 compères, c'est l'occasion rêvée de faire connaître la glucoserie aux yeux du monde entier et de conclure un maximum de contrats commerciaux. C'est décidé, ils seront exposants. Ils vont montrer que ce sont eux les rois du glucose. Pouvant être représentés dans 2 catégories, ils exposeront dans la catégorie condiments et stimulants, produits de la confiserie, et dans la catégorie produits agricoles non alimentaires de facile conservation. En arrivant à Paris, ils découvrent alors le monumental palais abritant les pavillons. Baptisé le Tour du Monde, l'immense construction circulaire calquée sur une map monde a de quoi donner le vertige. À l'intérieur, c'est un total de 52 000 exposants qui ont fait le déplacement. L'on rivalise alors d'ingéniosité et d'innovation. Les plus belles machines, les plus belles marchandises et les plus belles œuvres d'art y sont présentes, laissant planer l'image d'un futur technologique radieux. On peut ainsi passer du Costa Rica à la Suisse, de la Suisse à la Chine, et de la Chine à l'Égypte en à peine quelques pas. Chaque nation tente ainsi de démontrer sa domination dans tel ou tel domaine, d'attirer un maximum de badauds dans ses pavillons, et surtout excelle dans le partage de son art, de sa culture et de sa virtuosité. C'est une foire à l'imagination où l'on récompense le génie. Nos spinaliens prennent vite conscience que la concurrence est bel et bien présente et qu'elle risque d'être coriace. Dans cette arène de métal, c'est face au monde entier qu'ils doivent faire leurs preuves. Mais loin de les décourager, leur motivation n'est que plus grande.
Ils restent très confiants et visent les précieuses médailles décernées aux exposants qui se démarqueront dans leur catégorie. Ces médailles, symboles de réussite, sont un gage de qualité que l'on peut fièrement arborer. Une en or en votre possession, et c'est le succès garanti et la pérennité assurée. Le maître verrier Émile Gallet mettra plus de 10 ans à régler les commandes reçues suite à l'obtention de sa médaille d'or. Un jury composé de plusieurs membres venant de tous les coins du monde s'empresse alors d'écumer l'ensemble des pavillons, jugeant tour à tour le savoir-faire et les inventions de chaque prétendant. Jean et Henri font face à des participants venus du monde entier. Brésiliens, Turcs, Américains ou même Costaricains sont présents et démontrent tour à tour leur savoir-faire. L'occasion rêvée pour nos spinaliens de découvrir de nouvelles technologies. De plus, leur première catégorie, condiments et stimulants produits de la confiserie, est plutôt vaste. On y juge aussi bien les fabricants de chocolat que les fabricants de café ou encore de fruits confits. Dans cette catégorie se représente d'ailleurs une autre fabrique de glucose française. Nos deux compères se montrent tout de même très convaincants et présentent une belle maîtrise de la confection de glucose, ce qui leur permet d'obtenir la médaille de bronze. Deuxième chance d'obtention de la médaille d'or avec la catégorie produits agricoles non alimentaires de facile conservation. Catégorie également vaste, on y juge aussi bien des fabricants d'huile que des fabricants de cigares, de miel ou encore de laine et de coton. Après une brillante démonstration d'un produit fini, c'est une solide médaille d'argent qui sera obtenue pour la glucoserie d'Épinal. La médaille d'or ne sera pas de la partie cette fois-ci. Cependant, la belle performance qu'ils auront montrée lors de l'exposition universelle leur a permis de conclure de nombreux contrats commerciaux et d'augmenter drastiquement leur nombre de commandes. En 1878, 9 ans plus tard, l'heure de la revanche a sonné. La nouvelle exposition universelle aura de nouveau lieu à Paris. Et pour nos spinaliens, un seul mot d'ordre: obtenir la tant convoitée médaille d'or. Une fois arrivé à Paris, il découvre le lieu des expositions. Le palais Tour du Monde détruit a laissé sa place au prestigieux palais du Champ de Mars et du Trocadéro. Conçu entièrement par Eiffel, sa taille monumentale de 24 hectares permet d'accueillir un grand nombre de pavillons. C'est le plus grand bâtiment jamais construit pour l'époque. Une fois encore, le monde entier s'est donné rendez-vous à Paris. 52 000 exposants pour 16 millions de visiteurs. À titre d'exemple, la population de Paris pour l'époque était seulement de 2 millions d'habitants. Au détour des allées de l'exposition, nos compères croiseront leur compatriote vosgien Armand Lederlin, directeur de la blanchisserie-teinturerie taonnaise, qui obtiendra lors de cette exposition la médaille d'or dans sa catégorie. Ce coup-ci, la glucoserie d'Épinal concourt dans la catégorie céréales, produits farineux et leurs dérivés. Le jury, composé de 20 membres issus de toutes les nations, passe au crible chaque participant. En 9 ans, la glucoserie s'est amplement améliorée, et grâce à sa technique innovante et à la qualité de sa production, le jury est séduit. Le verdict tombe, c'est la médaille d'or pour la glucoserie d'Épinal. L'objectif est atteint, et encore une fois, c'est de nouvelles commandes et contrats qui s'offrent à Jean Imbert et Henri Schupp. C'est ainsi que l'on peut par la suite retrouver dans leur en-tête de documents la mention des médailles obtenues lors des expositions universelles de 1867 et 1878. Véritable champ de bataille pour les industries, mais également terrain fertile pour l'innovation, les expositions universelles auront permis le passage fulgurant vers la modernité et permis aux artisans et industries des quatre coins du monde de se rencontrer. De son côté, la petite glucoserie d'Épinal, grâce à la finesse de sa production, aura su séduire le jury ainsi que les visiteurs, obtenant ainsi 3 médailles, une de chaque couleur. Indispensable passeport pour la grande table qu'est la scène internationale. Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage.